Mali, la mission d'observation de l'Union européenne dit n'avoir constaté aucune fraude à part quelques irrégularités procédurales lors du second tour de la présidentielle. C'était ce mardi lors de la restitution de son rapport. En RDC, 41 décès liés à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés dans le nord-est. Pendant ce temps, les équipes médicales ont commencé à utiliser une nouvelle molécule thérapeutique contre le virus. Et puis au Nigeria, les députés ont décidé ce mardi de repousser l'examen du budget prévu pour organiser les prochaines élections générales. Un nouveau signe de discorde entre l'exécutif et le pouvoir législatif à l'approche des élections. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, la mission d'observation de l'Union européenne dit n'avoir constaté aucune fraude à part quelques irrégularités procédurales lors du second tour de l'élection présidentielle. C'est ce qu'elle a déclaré ce mardi lors de la restitution de son rapport. Occasion pour la mission de rappeler que son mandat n'était pas de juger si les élections sont crédibles. Les images. Dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle malienne, l'Union européenne a dépêché dimanche 90 observateurs dans 440 bureaux de vote à Gao dans le nord, Ségou dans le centre, Bamako, ainsi que dans le sud et l'ouest du pays, sauf dans les zones en proie aux violences djihadistes du centre et du nord. La mission d'observation de l'Union européenne dit n'avoir constaté aucune fraude, sauf quelques irrégularités procédurales lors du scrutin. C'était lors d'une conférence de presse animée ce mardi par sa chef qui a par ailleurs noté que son mandat n'était pas de juger si les élections sont crédibles. Nous avons remarqué avec satisfaction que les autorités en charge de l'organisation des élections ont apporté des améliorations. C'est ainsi que les exigences de transparence exprimées depuis le premier tour par notre mission ont rencontré un écho partiellement favorable au niveau des autorités électorales. Je peux affirmer que nos observateurs n'ont pas observé des fraudes, mais plutôt des problèmes d'irrégularité procédurale. La chef de mission a souligné les améliorations apportées par les autorités dans l'organisation de ce scrutin, tout en réitérant ses appels à la transparence pour la publication dès que possible des résultats. Elle a appelé à la publication de la liste détaillée des bureaux de vote fermés dimanche et l'intégralité des résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote. Restons au Mali où le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé rejette à l'avance les résultats du second tour de la présidentielle. Selon le candidat, les résultats sont entachés de fraude. L'opposant a par ailleurs appelé la population à se mobiliser. Reportage. Soumaïla Cissé, le candidat de l'opposition au scrutin présidentiel malien, conteste d'avance les résultats du second tour. Dénonçant la dictature de la fraude, l'opposant appelle les Maliens à se lever pour protester contre les chiffres qui seront publiés. Nous avons compilé les résultats et hier, 4 heures du matin, nous étions largement en avance. Ceci nous a fondé, je crois qu'il a fondé tous ceux qui ont écouté les résultats dans les différentes radios, à manifester spontanément et à Mopti et à Bamako. Nous appelons les autres régions à faire de même parce que c'est une victoire de l'ensemble du peuple malien pour le changement. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair et que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. Les résultats du duel entre le président sortant et favori Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé doivent être proclamés en milieu de semaine par la Cour constitutionnelle. La mission d'observation de l'Union européenne doit présenter son rapport préliminaire sur le déroulement du scrutin ce mardi. Le vainqueur entrera en fonction début septembre. En République démocratique du Congo, l'opposition parle d'une même voix et appelle à une candidature unique. Elle exige également le retour au pays de Moïse Katumbi qui n'a pu déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre prochain. La quasi-totalité des candidats de l'opposition étaient à ce conclave. Les détails. L'UDPS Félix Tshisekedi, l'UNC Vital Kamerhe, le leader de Congo Nabisso Freddy Natungulu,
Tous candidats à la présidentielle étaient présents à la cérémonie. Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC et le numéro 1 d'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, étaient représentés. Les 6 candidats signataires de la déclaration de l'opposition saluent la position de Joseph Kabila qui a accepté enfin de se plier à la Constitution. Pour l'opposition, c'est une victoire historique que vient de remporter le peuple congolais. Ils ont reconnu que cette victoire a bénéficié du soutien de la communauté internationale, mais ce n'est qu'une victoire d'étape. Reste maintenant le combat pour les élections conformes aux normes démocratiques, des élections telles que prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ici, les signataires insistent sur la mise en œuvre intégrale de cet accord, obtenu grâce à la médiation des évêques catholiques. Pour des élections inclusives, l'opposition exige le retour de Moïse Katumbi au pays, la libération des prisonniers politiques, le retrait de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral. Autres exigences, le retour de la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et le remplacement du délégué de l'UDPS à la Commission électorale nationale indépendante. Le pouvoir devra se garder aussi d'instrumentaliser la CENI et la justice pour procéder à l'invalidation des candidats de l'opposition. Toujours en République démocratique du Congo, 41 décès liés à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés à la date du 13 août dans le nord-est du pays. Ce bilan communiqué par l'Organisation mondiale de la santé a été confirmé par le ministère congolais de la Santé qui parle de 41 décès, dont 14 confirmés pour la première fois depuis l'annonce de l'épidémie le 1er août dernier. Un décès a été enregistré en dehors de la province du Nord Kivu, dans la province voisine de l'Ituri. Il faut dire que les équipes médicales à Beni et Mangina, épicentre de l'épidémie, ont commencé à utiliser une nouvelle molécule thérapeutique dans le cadre du traitement des malades. Au Kenya, plusieurs hauts responsables sont jugés pour des faits de corruption. Ils sont accusés d'avoir alloué des terrains publics à des individus avant de les indemniser pour ces mêmes terrains lorsque ceux-ci ont été utilisés pour la construction de la ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa. La campagne anticorruption et de lutte contre l'impunité se poursuit au Kenya. 2 hauts cadres kenyans comparaissent ce mardi devant la justice pour répondre de plusieurs chefs d'accusation liés à la corruption. Ils ont été inculpés pour l'acquisition illégale de biens publics. Ils sont en tout 17 accusés d'avoir alloué des terrains publics à des individus avant de les indemniser pour ces mêmes terrains lorsque ceux-ci ont été utilisés pour la construction de la ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa. Toujours dans le cadre d'une campagne visant à récupérer des terres appartenant à l'État, le gouvernement kenyan a démoli plusieurs bâtiments historiques la semaine dernière et des centaines d'autres sont ciblés. Sur les réseaux sociaux, des Kenyans encouragent la campagne menée contre la corruption et l'impunité dans le pays, ciblant des hauts responsables qui étaient autrefois perçus comme des personnes intouchables. En bref, au Nigeria, les députés ont décidé ce mardi de repousser l'examen du budget prévu pour organiser les prochaines élections générales, laissant craindre que le scrutin prévu en février 2019 ne soit retardé. Le mois dernier, le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé aux députés d'allouer une enveloppe supplémentaire de 633 millions de dollars à l'Agence nationale électorale pour aider à financer l'organisation du vote. Mais les députés en opposition constante avec l'exécutif ont déclaré ce mardi dans un communiqué qu'ils n'avaient pas reçu les documents nécessaires pour se pencher sur cette allocation du budget. Ils estiment également que le moment était mal choisi car de nombreux membres des commissions nécessaires sont actuellement en Arabie Saoudite pour le pèlerinage du Hajj. En Tunisie, près de 2000 personnes, dont de nombreuses femmes, ont manifesté dans le centre de la capitale Tunis après l'annonce par le président Beji Caïd Essebsi de son soutien à un projet de loi. Ce test inédit dans le monde arabe prévoit de rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage. Reportage.
Le monde arabe est entré en ébullition depuis la tombée de la nouvelle. Lundi, le président tunisien Béji Caïd Essebsi annonçait son soutien à un projet de loi qui prévoit l'égalité successorale entre hommes et femmes en Tunisie. Si pour certains le test déroge à un principe inspiré du Coran, pour d'autres, il constitue un pas de plus vers la défense des libertés. Je pense que c'est important aujourd'hui de changer la condition de la femme fit Tunis et je pense que c'est important qu'on atteigne un jour l'égalité homme-femme et quand je vois le nombre de personnes qui sont ici, je suis optimiste et je me dis que c'est toujours possible de changer. Je suis là pour défendre nos droits qui sont déjà acquis et pour les protéger, voilà. Pour insister, pour confirmer, pour défendre nos libertés, la liberté d'expression, la liberté, c'est-à-dire les libertés personnelles. La loi tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Le projet de loi prévoit néanmoins de laisser la possibilité au testateur, soit d'appliquer la Constitution, soit de choisir la liberté. Le propriétaire du patrimoine aura donc la possibilité d'aller chez un huissier notaire afin de répartir son bien selon la règle de 2 tiers pour l'homme, 1 tiers pour la femme. En Angola, 5 fonctionnaires de l'administration fiscale ainsi que 4 complices ont été condamnés par la Cour provinciale de Luanda. Les peines s'élèvent jusqu'à 5 ans de prison pour des réductions illégales d'impôts de plus de 5 millions d'euros à une société installée dans le pays. Plus de précisions à travers ces images. L'affaire a fait grand bruit en Angola où la corruption est au centre des débats politiques. 2 fonctionnaires ont été condamnés à une peine de 5 ans, un autre à 4 ans et 2 autres ont été condamnés respectivement à 3 ans et demi et 2 ans pour blanchiment de capitaux, fraude fiscale et corruption passive. 4 autres personnes, dont 2 épouses des anciens fonctionnaires et un employé de l'entreprise Technimed qui a bénéficié de la réduction fiscale, ont été condamnés à des peines avec sursis. Le pays traverse depuis plusieurs années une grave crise économique et financière provoquée par la chute des cours du pétrole, sa principale ressource. Au pouvoir depuis septembre dernier, le président João Lourenço a promis aux 20 millions d'Angolais un miracle économique par la relance des investissements étrangers dans son pays et une lutte sans merci contre la corruption. Il a succédé à José Eduardo dos Santos qui lui a cédé les rênes du pays après un règne sans partage de 38 ans pendant lequel il a mis l'économie en coupe réglée au profit d'une poignée de poches. Mais il n'a pas hésité à limoger Isabel dos Santos, fille de son prédécesseur, de son poste de PDG de la compagnie pétrolière publique Sonangol. Elle est aujourd'hui accusée de détournement de fonds. Un de ses demi-frères, José Filomeno dos Santos, a lui été écarté de la direction du fonds souverain du pays, puis inculpé de détournement de fonds pour avoir ordonné un virement bancaire suspect de 500 millions de dollars. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.